Salut, ici Valérie Baudouin. Pour cet épisode, je me suis inspirée de la cérémonie d'assermentation de Donald Trump où les hommes les plus riches des États-Unis étaient au premier rang pour le voir prêter serment et ainsi devenir le 47e président des États-Unis. Non seulement les techno-bros, comme nous pouvons les surnommer, avaient d'excellents sièges, mais ils étaient mieux placés que les futurs membres de son cabinet, donc l'équivalent de ses futurs ministres. Quand on pense qu'à eux seuls, ils ont une fortune de plus de 1000 milliards de dollars et qu'ils sont à la tête de compagnies américaines extrêmement influentes, certaines questions éthiques se posent naturellement. La première, est-ce normal? Et la deuxième, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une oligarchie techno? Yes, taking the place of seats normally reserved for Democratic or Republican governors sat Zuck, Bezos, Tim Cook, Elon. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? The six guys who control maybe 20% of the world's wealth. Elon's done an amazing job. Isn't it nice to have smart people that we could rely on? Bon, alors, je vais discuter d'un sujet qui me passionne et je vais dire me trouble aussi avec deux personnes que je suis très, très contente d'accueillir. Tout d'abord, Dominique Anglade, professeur associé et co-leader à la direction de la transition durable HEC Montréal. Bonjour. Bonjour, Valérie. Merci, Dominique, d'avoir accepté et bravé la tempête dans cette journée d'enregistrement pour nous. Très contente d'être avec vous. Alain Mekena, journaliste spécialiste des sciences, technologies et de l'automobile. Entre autres, tu écris pour la presse. Oui. Merci d'être là aussi. Ça fait plaisir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, écoutez, on va avoir une discussion, je pense, fort intéressante parce que juste avec le petit montage que je viens de vous faire entendre, je pourrais réagir moi-même à peu près chaque extrait audio. Bien sûr, on parle, je l'ai dit d'entrée de jeu, de la cérémonie d'assermentation de Donald Trump, mais je veux élargir le sujet parce que il y a plein de gens qui ont vu ça puis ont dit éthiquement d'avoir ces gens-là qui ont autant d'argent, autant de pouvoir, d'influence à côté du président, à être là au lunch aussi. Je pense entre autres à Tim Cook d'Apple qui était au lunch à côté d'un juge de la Cour suprême, qu'on sait qu'il peut avoir des dossiers à la Cour suprême sur différents dossiers de technologie. J'ai dit plus de 1000 milliards de valeurs. Et avant de vous faire réagir, juste rappeler qui était sur place. Elon Musk, donc X, Starlink, SpaceX, Tesla et j'en passe, et qui est aussi le coprésident en ce moment des États-Unis, si on peut le surnommer ainsi. Ouais. Mark Zuckerberg avec Meta, Jeff Bezos Amazon, Tim Cook Apple, mais il y avait aussi le PDG de Google, le PDG de TikTok et bien sûr d'autres personnes très, très riches comme l'homme le plus riche de l'Inde, Bernard Arnault de Louis Vuitton aussi et j'en passe. Alors, première réaction avant qu'on entre dans le vif du sujet. Dominique, quand je vais te tutoyer pour le balado, quand tu as vu ça, ces gens-là, cette abondance-là, cette richesse, ce pouvoir aux côtés de Donald Trump, comment tu as réagi? Mais on parle, tout à l'heure, on disait 1000 milliards. C'est 1000 milliards de conflits d'intérêts, mais c'est tout bord, tout côté. Il n'y a pas de limite présentement par rapport à tous ces conflits-là. Mais d'avoir des gens qui ont des moyens aux côtés de politiciens, c'est déjà arrivé dans le passé, c'est déjà arrivé dans notre histoire. La grande différence maintenant, c'est que ce sont des gens qui, au-delà de l'influence, ce sont des gens qui s'ingèrent. Ils s'ingèrent dans tout. Et ils s'ingèrent dans la démocratie, sur les médias sociaux. Alors, cette ingérence-là est extrêmement problématique et c'est elle qui affaiblit particulièrement notre système démocratique. On y reviendra. Mais là, tu m'as demandé comment j'ai réagi. Oui. Ah, mais là, c'est anxiogène. Moi, je regarde ça puis c'est vraiment anxiogène. J'essaie de ne pas trop regarder. Parce que ça fait juste une semaine et demie qu'il est arrivé. Puis là, tu as l'impression que c'est quoi les 4 ans qu'on va vivre dans J'ai l'impression qu'on a vécu 5-6 vies depuis le début du mois de janvier. Alain, toi, Oui. tes premières impressions? Ben écoute, on parle de broligarchie, ce qui est pas loin de la vérité. Moi, je veux dire ceci, je préfère que ce soit des gens de la techno qui soient près du président américain que des gens du pétrole. Ou mais ils sont jamais des bien, banques bien loin, ou d'autres par secteurs. contre, Mais effectivement, il est oui. aussi près de ces gens-là. C'est juste moins apparent. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut dénoter, c'est qu'on a l'impression que tout d'un coup, les technos sont influentes auprès du gouvernement américain, mais elles l'ont toujours été. On a banni Huawei aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale, mais Apple n'était pas tellement loin derrière pour dire « Ouais, mais nous, ça nous arrangerait parce qu'on pourra plus protéger notre iPhone, notre marché d'iPhone qui est très fort en Amérique du Nord. » Ce sont des gens, et Dominique, tu le disais, qui ont beaucoup d'argent, qui s'approchent du gouvernement et qui, même si c'est pas la première fois qu'on voit ce regroupement de pouvoir-là à un endroit, l'écart entre ces gens-là, en termes de richesse par rapport au reste de la population, n'a jamais été aussi grand. Quand on dit 1000 milliards, il faut utiliser un mot qui existe déjà, les billions en français, qui sont des trillions en anglais, qu'on utilise moins. Ça devient tout d'un coup un mot tout à fait banal
Parce que l'ordre de grandeur n'a aucun bon sens en ce moment. Et c'est vraiment ça qui apparaît, là, c'est qu'on voit cette puissance-là au jour, alors qu'avant, ils se cachaient un peu dans le coin pour le faire avec des groupes de lobby, puis des influences, puis des rencontres en catimini. Et c'est ça la grosse différence. Avec un président qui, on le sait, aime ça, aime l'esbrouf, aime en mettre plein la vue, aime à la limite bluffer avec ces choses-là, arriver très costaud, très fort. Et après ça, on va voir où ça va le mener, là. Alain, je vais réagir à un truc que tu as dit, parce que tu as dit... J'aurais peut-être préféré que ce soit des gens du pétrole. Non, c'est le contraire. Des gens de techno qui étaient rassurés. Mais moi, ça me rassure pas du tout, ça. Ça me rassure pas du tout, parce que si c'était des industries, secteur industriel, etc., ben, le contrôle des données, l'information qu'ils ont, la capacité d'influencer des gens. Quand on regarde sur les médias sociaux aujourd'hui, il y a une propagande, c'est évident. Mais c'est pas évident pour tout le monde, parce que c'est tellement insidieux la manière dont ils bâtissent le narratif, dont ils vont aller chercher les personnes sur les médias sociaux pour dire « Ah, mais tu sais, est-ce que tu es aussi frustré dans la vie? OK, mais moi aussi. » Puis ils bâtissent tout ça, puis à la fin, ils disent pas « Voter républicain, voter démocrate », mais c'est là que ça mène, et il y a plus de surveillance de ces médias sociaux-là. Donc, je pense que cette polarisation, elle est encore plus grande parce qu'on n'est pas capable de même s'en rendre compte. Les gens ne sont pas conscients de ça. Et c'est ça qui est effrayant. Et ça frappe l'imaginaire. On voit Elon Musk faire un peu des pirouettes autour de Donald Trump et tout ça, mais est-ce qu'on connaît vraiment le personnage? Est-ce qu'on connaît aussi tous les conflits d'intérêts potentiels? Parce que je rappelle, je disais coprésident, la blague tout à l'heure, mais il va quand même être en théorie au sein d'un département qui n'est pas un vrai département pour couper dans le gras, là, couper dans les dépenses qu'il appelle Dodge. Il adore ça. Là, il se fait des T-shirts et tout ça, donc pour couper dans les dépenses du gouvernement. Mais est-ce qu'il va couper dans les dépenses de SpaceX, exploration spatiale? J'en doute, mais Alain, avant d'aller plus loin, veux-tu m'expliquer? Je sais que ça va être en peu de mots, là, mais le personnage qu'est Elon, en c'est plus que quelques secondes quand même. Il y a quelque chose qu'il faut savoir à propos d'Elon, et c'est à la fois intriguant, inquiétant et peut-être rassurant, c'est qu'on dit Elon, c'est un... En tout cas, Trump le dit, il est tellement intelligent, c'est incroyable, mais ce gars-là, son intelligence, c'est qu'il s'immisce dans des entreprises à un moment donné où la technologie existe déjà, où elle a déjà fait ses preuves et où tout ce qui reste à faire à partir de là, c'est la croissance de mise en marché, de commercialisation. Tesla, il n'a pas inventé Tesla. Il n'a pas développé la technologie de Tesla. Il n'a pas fait ce que Tesla est aujourd'hui. Il est juste arrivé dans l'actionnariat au moment où les deux ingénieurs qui ont créé Tesla commençaient à fabriquer les véhicules. Et il s'est inséré de plus en plus de façon dominante dans l'actionnariat pour devenir éventuellement le grand patron de Tesla. Il n'a pas inventé la technologie de Tesla, puis on le voit avec le Cybertruck, ce qui est un peu anodin comme exemple, mais tu vois que là, l'innovation a comme ralenti chez Tesla parce que les gens qui étaient les innovateurs, les vrais innovateurs, ne sont plus aussi dominants. Donc, c'est comme ça qu'il agit. Il a fait la même chose chez PayPal. En fait, il a fait la même chose toute sa vie. Il s'insère toujours à un moment donné où l'entreprise va décoller et après ça, il en retire la gloire. Et c'est à peu près ça qu'il est en train de faire avec Donald Trump. Il s'insère comme une espèce de numéro 2 et il va s'attirer le plus possible les bénéfices. Et on verra où ça va le mener ensuite. Mais c'est sûr que c'est pas l'innovateur et le génie qu'on pense. Donc ça, c'est la partie inquiétante. Puis là, on le voit comment il est parti dans une toute autre direction depuis à peu près 2022 sur les enjeux politiques, sur les questions d'immigration et tout ça, où c'est vraiment en dehors de son expertise, là. Et ça, c'est un enjeu sur lequel il faudra se questionner. Et c'est certainement des bro-oligarques, là, c'est certainement le plus inquiétant du groupe, là. Oui, parce que justement, il y a une influence directe aussi avec le président. Puis je trouve que c'est tentaculaire aussi, pas juste son influence, mais le fait, que X est un porte-voix qui est énorme. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui avait un porte-voix comme ça pendant la campagne. Kamala Harris n'avait pas le droit à la même, publicité que Donald Trump sur X, publicité gratuite de la part d'Elon Musk, mais aussi tentaculaire dans le sens qu'il y a tellement de secteurs d'activité où il est impliqué. C'est assez particulier qu'il soit aussi près du pouvoir. Et que penses-tu, je reviens au-dessus, du fait qu'il s'immisce dans la politique canadienne, la politique européenne, la politique américaine, bien sûr. Mais c'est terrible, puis ça nous rappelle un peu notre système à nous, parce qu'on ne pourrait pas voir ce genre de choses-là de cette manière-là déployées au Canada. D'abord, on va commencer par les choses, c'est que on a un système parlementaire qui fait en sorte que les gens sont d'abord et avant tout des députés. Tu ne veux pas être premier ministre du Canada, à rare exception près ça pourrait arriver avec le prochain chef du Parti libéral au fédéral, mais tu ne peux pas être premier ministre du Canada sans être député. Tu ne peux pas être ministre sans être député. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui arrive et qui dit au premier ministre, bien là, tu vas nommer telle personne, là, je le trouve bien bon, puis telle personne comme ministre, etc., comme fait Elon Musk, parce que ton pool, ton bassin va être des gens qui sont déjà élus.
Donc, ton pouvoir d'influence, il peut être là, mais il est drôlement plus limité. Ça que serait ce que plus tu vas du côté trouver. d'un conseiller, par exemple, ou Exactement. des gens qui sont Exactement. dans la fonction publique. Tu pourrais à ce moment-là faire ça. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, évidemment, c'est tout l'aspect de l'argent des élections américaines où il n'y a aucune limite d'argent. Alors ici, on fait des grands débats, c'est 100 c'est 1 000 c'est 3 000 mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça, pour moi, d'un point de vue, au moins, si je veux trouver des affaires positives à dire, par exemple, dans le contexte actuel. Le but n'est pas de déprimer les gens, je veux pas rappelle. Non, parce que je vous dis, moi, c'est anxiogène pour moi, mais je me dis, au moins, notre système fait en sorte qu'on n'est pas complètement... on ne peut pas reproduire, heureusement, le modèle qui est produit présentement aux États-Unis. Puis ça, au moins, c'est minimalement rassurant. Il y a des garde-fous, là. Il y a des garde-fous. Il reste qu'on a une Cour suprême. Bon, c'est vrai, on nomme les juges, etc., mais on a une Cour suprême indépendante. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et la manière dont la Cour s'est comportée, notamment envers Donald Trump, vous avez vu les personnes qui se sont impliquées dans le procès de Donald Trump, qui ont maintenant dû quitter le ministère de la Justice. Donc, il n'y a aucun garde-fou aujourd'hui aux États-Unis, alors que nous, on en a quand même un certain nombre. Maintenant, c'est quand même notre grand voisin, puis il va falloir qu'on règle un certain nombre de choses avec eux, puis ça va être... Puis on fait quoi avec Elon Musk qui décide, par exemple, pendant la campagne électorale, de continuer de parler? Bon, il est pro-Parti conservateur, ça, c'est évident, mais il s'ingère dans les débats. J'ai vu en Grande-Bretagne, en Allemagne. En Allemagne, avec le parti d'extrême droite. Bon, les États-Unis, on l'a dit, il a déjà mis des milliards de dollars dans la campagne, alors c'est pas rien, ou dans différentes façons d'aider Donald Trump. On fait quoi avec ça? Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser. Il y en a qui ont décidé de bannir X. Il y en a qui l'ont fait. Le Brésil, si je ne me trompe pas, a décidé de faire ça. L'Europe pourrait décider d'imposer un certain nombre de sanctions. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Le problème aux États-Unis, en plus, aujourd'hui, c'est toute la droite religieuse. Puis ce qui est très, très, très particulier, c'est que cette droite religieuse-là, qu'on appelle le prosperity gospel, quand on parle de religion, surtout au Québec, on le sait, faire de l'argent, c'est pas bien vu, on ne parle pas trop d'argent, etc. Mais aux États-Unis, dans ce groupe religieux-là, c'est très bien vu d'avoir de l'argent. Et ils encouragent les gens. Et en fait, si tu as de l'argent, c'est parce que Dieu t'a donné cet argent-là et c'est pour ça que tu es fort, etc. D'où une alliance assez particulière entre toute la mouvance de Donald Trump et la religion aux États-Unis. Et ça, c'est encore plus insidieux parce que les gens se reconnaissent là-dedans, encourageant. C'est un mouvement, on parlait de l'inauguration de Trump. La dernière fois, c'était ces mêmes personnes-là qui étaient à son inauguration. Ça, c'est problématique. C'est problématique à terme. Et c'est pas un mouvement religieux qu'on voit nécessairement ailleurs. Et qu'on comprend. Puis on pourrait rentrer dans un débat sur la relation qu'on a ici avec l'argent versus les États-Unis. Je dirais, ils ont une très bonne relation avec l'argent. Ben, Dominique a dit quelque chose de bien. Il y a quelque chose de très culturel aux États-Unis qu'on perçoit mal ici. On s'étonnait de tous ces récents immigrants américains qui devenaient tout d'un coup républicains et qui disaient non, fermez nos frontières, tout ça, mais c'est culturel aux États-Unis de quand tu as un certain succès au niveau professionnel, au niveau commercial, de devenir tout d'un coup plus sur cette espèce de droite économique, droite sociale. Et c'est pas nécessairement rationnel de notre point de vue, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est quasiment logique comme progression. Et ça, c'est très culturel aux États-Unis, cette notion de justement la richesse n'est pas perçue de la même façon. Ça, c'est très, très vrai. Et on a parlé tout à l'heure, bon, si le Brésil ou l'Europe dit, bon, on veut bannir X ou ici ou peu importe, est-ce qu'il y a vraiment le mouvement vers Blue Sky, vers d'autres réseaux sociaux? Est-ce que ça fonctionne, cette espèce de boycott que les gens font, qui essaient de faire, ou du moins, là, où il y a des médias aussi qui sont retirés, il y a des organisations qui l'ont fait? Est-ce que ça peut avoir un impact? Bien, on a certainement traversé un pic du réseau social traditionnel. Là. Facebook, clairement, n'est plus ce qu'il était. X n'est plus ce que Twitter était, on s'entend. Et de plus en plus, on politise les réseaux sociaux. On va vers le réseau social qui est plus près de nos propres couleurs politiques, un peu. On voit ça beaucoup. Et il y a un mouvement. Blue Sky, c'est encore marginal en termes d'utilisation, en termes de nombre d'utilisateurs par rapport à X. Ce qu'on ne sait pas de X, c'est combien de ces comptes-là sont actifs vraiment, sont des vrais humains et sont utilisés pour vrai. On dit que Musk a, je ne sais pas quoi, 200 quelque chose millions d'abonnés sur X, mais ce ne sont pas toutes des vraies personnes nécessairement. Donc, on dit qu'il a une influence, mais il résonne beaucoup dans sa chambre d'écho. Comme Blue Sky
est un peu une chambre d'écho pour un autre genre d'audience. Mais on sent qu'il y a un Social mouvement. est une chambre d'écho pour... moi, je suis sur tous ces réseaux-là parce que pour mon travail, je dois voir vraiment tout ce qui se passe. C'est vraiment une chambre d'écho là, très, très limitée. Ouais. Là. Tu touches un bon point. Et ça, c'est intéressant parce que sur le clivage gauche-droite aux États-Unis, la droite politique a compris l'importance des médias numériques beaucoup plus qu'on le sent ici et que la gauche américaine aussi. Tu sais, la question des podcasts, des balados aux États-Unis, Joe Rogan et sa bande, là, Donald Trump a fait la tournée et est allé chercher des jeunes électeurs qu'on pensait pas qu'ils seraient républicains pour une raison ou pour une autre, mais qu'ils le sont finalement parce que justement, ils s'abreuvent à ces sources-là. Et c'est plus important qu'on le pense, et certainement plus important que ce que les démocrates pensaient aux États-Unis. Donc, ce clivage-là est aussi technologique, en fait. Et le point qui est soulevé par Alain est super pertinent. Les jeunes, parce que quand on parle de polarisation, les jeunes qui sont sur ces médias sociaux, c'est ça qu'ils voient. Ici, au Québec, je vous le garantis, là, je ne sais pas si parmi vous qui ont des ados, là, moi j'en ai 3, le mouvement qu'on voit, le trad wife, là, le retour à la femme traditionnelle à la maison. Sur Instagram, etc. Mais nos enfants le voient constamment sur ces médias-là. Ils ne savent pas nécessairement que c'est ça, mais c'est ça. Et c'est comme ça que tu commences à dire, mais peut-être que moi, je préfère ça. Quelles sont les activités qui sont faites pour ces femmes traditionnelles, le retour à la maison, cuisiner, être vraiment bonne à s'occuper de ta maison, etc. Il n'y a rien de mal là-dedans. Les masculinistes aussi, c'est quelque chose qu'on a été chercher c'est les États-Unis. un autre mouvement. Et ce sont des mouvements qui sont tellement subtils, qui bâtissent énormément de personnes qui les suivent là-dedans. Et après ça, c'est tellement facile à la fin de dire, ben non, on a tellement de choses en commun. Voici un autre aspect. Et là, tu peux balancer toutes sortes d'informations là-dessus. Puis le masculinisme, évidemment, Andrew Tate en tête, justement. Et qui finance ces gens-là? Qui finance ces gens-là si ce n'est pas justement toute une oligarchie russe qui intervient pour déstabiliser notamment les pays occidentaux? Et ça fonctionne. Et ça fonctionne aujourd'hui. Tu as été député, ministre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais pu considérer dans le contexte actuel, en étant, si c'était toujours en politique, de dire, moi, je me retire de X ou je me retire d'un réseau social parce que justement, c'est devenu trop toxique, ou c'est encore une voie qu'on doit garder ouverte pour un dialogue avec une partie de la population, oui, qui peut être plus agressive dans ses propos, mais il y a quand même une partie qui reste, qui veut communiquer. On dirait on l'entend moins. Oui, mais l'affaire là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, là, j'ai l'impression que, on essaie d'être raisonnable. Je me dis, là, on a besoin d'avoir une plateforme, puis quand même de communiquer parce que j'ai besoin d'informations, puis j'ai encore besoin de Facebook pour aller rejoindre les électeurs. Mais après 2 semaines de Trump au pouvoir, là, je me dis, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on prenne des positions plus radicales parce qu'il n'y a plus de limites. Alors, tu ne discutes pas avec des gens qui sont raisonnés, tu discutes avec des gens qui sont totalement déraisonnables, qui ont passé de l'autre côté de ce qui est acceptable. Et là, il va falloir, à mon avis, et on va le voir, je pense que les gens vont constater à un moment donné qu'il n'y a plus de blague. Là, il va falloir qu'on prenne des positions, des mesures qui sont beaucoup plus difficiles. Je pense que ça s'en vient. Quelles mesures on pourrait prendre, par exemple? Alors, si on parle des médias sociaux, on pourrait décider, comme pays, de dire, on n'utilisera plus ce média social dans notre pays. Ça pourrait être ça. De manière, après ça, de point de vue économique, il y a toutes les œil pour œil, dent pour dent avec les États-Unis. Ça m'attriste de voir, j'ai quand même suivi un peu ce qui se passait avec les Colombiens, puis tu te dis, il y a quelqu'un qui va tenir tête. Puis après ça, c'est comme, on dirait que la réponse est un peu plus... Alors, j'ai hâte de voir qui va véritablement tenir tête, parce qu'il va falloir qu'on se rende là. On n'aura pas le choix parce que on peut, je dis, 2 semaines, imaginez 1 an, imaginez 4, et maintenant, imaginez plus. Parce qu'apparemment, il ne sait pas s'il peut se représenter ou pas. Je rassure tout le monde, on ne peut pas changer la Constitution facilement, mais juste le fait d'en parler, je trouve ça problématique parce que ça alimente. Et ça fait en sorte que les gens se disent, mais peut-être qu'il pourrait. Puis dans 4 ans, ils vont se dire, peut-être que c'est pas si mal. Donc, ça fait partie de... Il y a quand même une élection qui s'en vient dans 2 ans de demi-mandat là, avec qui pourrait très potentiellement aussi calmer les ardeurs, parce que les 2 chambres sont républicaines aussi, ce qui aide beaucoup le président Trump actuellement. Et on vient de parler du 3e mandat, de tout ça. Ça, c'est de la désinformation, là, de dire qu'on peut faire ça en claquant des doigts, puis c'est facile, puis il pourrait décider de rester là. Mais justement,
sur X, il n'y a pas de vérification de fait. Là, où, ce qu'on voit, c'est... Je vois même les vérifications de fait en dessous des publications d'Elon Musk. Mais des fois, c'est complètement ridicule. Comment ça s'est transformé, Alain, le X, dans les dernières années? Moi, je suis encore nostalgique de Twitter. Je vais être très, très honnête. C'est un outil que j'adorais. Comment ça a changé pour les gens qui sont peut-être moins familiers? Bon, on est tous un peu nostalgiques du Twitter de la belle époque et Blue Sky veut aller vers ça. X, la principale chose que Elon Musk a fait quand il a acquis Twitter, c'est qu'il a mis tout le monde dehors, sauf à peu près 2000 personnes. Donc, il a nécessairement allégé beaucoup le département de fact-checking, de vérification des faits, et il a plutôt laissé, et c'est dans sa culture, il a laissé la communauté corriger les faits elle-même en disant, on va laisser les gens qui utilisent X corriger les gens qui utilisent X. Et c'est comme ça que... Ces gens-là ont quelle base pour... quelle expérience? Ben oui, puis aujourd'hui, il s'en prend à Wikipédia parce qu'il trouve que Wikipédia, qui est essentiellement une espèce d'encyclopédie communautaire, ne fait pas suffisamment de fact-checking. Donc là, on a une conversation intéressante là-dessus. Et Meta, bien sûr, on l'a vu avec Mark Zuckerberg, a décidé qu'elle aussi arrêtait le fact-checking et de façon plus politique et plus intrigante, a tout déplacé ça au Texas, comme l'a fait Musk avec Tesla il y a quelques années. Donc, il se passe quelque chose et au sein de ces gens-là, on trouve que la Californie est trop woke, qui est le fameux mot valise qui veut dire à peu près tout, ce qui ne fait pas l'accord des gens. Mais ça, c'est intéressant parce que la Californie, c'est l'épicentre de la Silicon Valley, des technologies nord-américaines, sinon mondiales, depuis 40 ans. Et ça va être intéressant de voir ce clivage-là, en tout cas dans mon monde à moi, si ça va éclater à un moment donné, là, cette division-là, parce qu'ils sont une très petite minorité de gens dans la Silicon Valley à être un peu du côté de Musk et de Zuckerberg et tout ça, et le reste est plutôt silencieux jusqu'à maintenant. Et d'un point de vue politique, ça va être intéressant de suivre la candidature du gouverneur californien, parce que justement, lui, il va, à un moment donné, les démocrates, ils vont se réveiller, là. Ils vont faire quelque chose qui va fonctionner et de voir comment lui va se positionner dans cette campagne-là, parce que ce sont ces entreprises qui ont été créées sur son territoire à la fin de la journée, là. Ça va être à suivre, certainement. Et ma petite parenthèse d'analyse de politique américaine, il y a justement ce changement-là de gens qui partent de la Californie pour aller vers le Texas qui peut nous laisser croire qu'un jour, le Texas pourrait être démocrate parce que justement, il y a tellement un gros changement de démographie. Puis il y a beaucoup de gens de gauche qui partent de la Californie parce qu'ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts. Ils vont au Texas. Et là, ces gens-là sont super impliqués politiquement comme ils l'étaient en Californie. Mais là, bon. J'aime votre optimisme, Valérie. J'aime beaucoup quelques années. De voir cet État changer de couleur. On peut voir les marges qui sont plus petites dans certaines courses, entre autres au Sénat. Notre ami Ted Cruz, qui des fois s'est fait un peu chauffer par des démocrates. Mais je vais rester dans la vérification de fait. Quelque chose, moi, qui me je suis quand même choquée, surprise, et je pourrais trouver plein d'autres qualificatifs comme ça, c'est justement la position de Zuckerberg qui a changé avec la présidence Trump. Donc, on va écouter Mark Zuckerberg qui avait laissé un message sur ses réseaux sociaux. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Donc, si je traduis en général ce qu'il a dit, il dit là, c'est vraiment un changement, le changement un peu de la donne avec Donald Trump, un tipping point, comme on dit en anglais. Alors là, c'est au niveau culturel, ça peut changer. On revient à nos premières valeurs, j'imagine, de ces entreprises, Facebook, Instagram, de dire que c'est justement la liberté d'expression, donc le fameux premier amendement américain, et on va arrêter de faire des erreurs. Et par ces erreurs, il voulait dire, si on écoutait la vidéo complète, que les gens qui faisaient des vérifications de faits, souvent pouvaient, je sais pas, masquer une publication qui ne devait pas normalement être masquée, ou qu'on parlait de cette censure de la droite par Meta aussi, qui a été décriée par Trump et d'autres. Dominique, quand Zuckerberg a fait volte-face, c'est comme si on disait « kiss the ring ». Là. Il a embrassé la bague de Trump pour se mettre un peu à genoux devant lui. Là. D'ailleurs, les caricatures l'ont bien illustré, tout ce qui s'est passé. C'est probablement la personne, moi, qui m'a le plus déçu. Parce que, bon, tu sais, Musk, on connaît, Donald Trump, on connaît. Lui, tu disais, tu as la capacité quand même de dire quelque chose, d'avoir une voix dans tout ce débat-là, et c'est la voix que tu choisis, c'est lamentable. Parce que on sait très bien que lorsque Musk a repris X, a repris Twitter, il a ramené aussi des gens qui étaient bannis, comme Andrew Tate. Il les a remis. Il encourage ce genre de débat-là et on ne fait pas affaire avec des gens qui veulent vraiment vérifier quelque fait que ce soit.
quand il y avait à un moment donné un post qui disait que Elon Musk était un bon père, puis il dit « Ah oui, t'es un père extraordinaire, etc. » Puis tu te rends compte finalement que c'est tous des comptes qui lui appartiennent, puis il envoie ça sur les médias. Je veux dire, on ne fait pas affaire avec des gens qui sont honnêtes, transparents, et qui veulent véritablement une vérification des faits. Or, je pense que cette vérification des faits-là, elle reste essentielle parce que là, il y a, surtout avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que les gens vont pouvoir dissocier le vrai du faux? En fait, ils ne le dissocient pas aujourd'hui. Oui, Alain, justement, je veux t'entendre là-dessus. N'oublions jamais que Facebook, à l'origine, c'était une application qui servait aux gars du campus universitaire de Zuckerberg, à côté les filles. Oui. Donc, à partir, ça donne une idée du caractère de Zuckerberg. Oui, ça n'a pas bien commencé. Évidemment, on n'est pas dans l'esprit de ces gens-là, mais n'oublions pas que jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'espèce de dame consciente, la conscience morale de Facebook, c'était Sheryl Sandberg, qui a quitté il y a quelques années. Est-ce que c'est tout d'un coup le retour de Zuckerberg qui se sent en confiance dans sa propre vision du monde? Et là, on se rend compte que finalement, c'était un bro, lui aussi, à la base, qui n'a jamais réussi à vraiment l'exprimer à travers son entreprise. C'est pas impossible non plus. Et maintenant qu'il fait du taekwondo, là, c'est rendu... il a exprimé... Ah oui? C'est les arts martiaux qui ont fait comprendre à quel point on avait besoin de plus de... Cette espèce de virilité, ouais. Moi, j'allais dire peut-être trop de coups à la tête, là, mais ça, c'était ma réaction à moi, mais en tout cas... Il y a TikTok aussi, je veux qu'on aborde ça. TikTok, Trump qui fait volte-face, il était la personne qui disait le plus ça prend une colonne vertébrale. Il faut que TikTok soit banni. Ça, c'est un instrument du gouvernement chinois. C'est un problème à la sécurité nationale. Et là, il le dit, et je vais lui donner ça. Il est honnête. Il a dit, j'ai repensé à ça. J'ai vu que TikTok, ça a été bon pour nous. On a pu aller chercher les jeunes et gagner l'élection. Donc, finalement, je vais reconsidérer la chose. C'est quand même incroyable. Moi, j'aurais une question à Dominique là-dessus parce que c'est très politique. Est-ce que les démocrates ne l'ont pas échappé sur TikTok en s'appropriant cette volonté de Trump à l'origine de bannir TikTok? S'ils avaient appelé ça, mettons, le décret Trump contre TikTok, est-ce qu'il aurait fait la même chose à son retour au pouvoir? Peut-être pas. Peut-être qu'il aurait... Mais il y a plusieurs choses que les démocrates ont malheureusement échappé. Ça fait partie peut-être des éléments qui n'auraient pas... Et le pire, c'est que c'était bipartisan. Ils se sont fait un peu prendre au jeu de Trump parce qu'ils se sont dit hey, c'est une des rares choses où on s'entend. Puis je peux vous dire, pour couvrir ça au quotidien, c'est rare de trouver un terrain d'entente entre les républicains et les démocrates. Et là, Trump revient. Et là, les républicains, finalement, TikTok, c'est peut-être une bonne idée. On a peut-être voté trop vite sur ça. Et là, la Cour suprême qui dit, non, la loi est correcte. Vous pouvez bannir TikTok. En fait, les obliger à vendre, justement, la compagnie qui est associée au gouvernement chinois. C'est ce qu'ils disent, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas ce contrôle de données. Et là, ce qu'il a dit, c'est, finalement, on pourrait faire ça 50-50. Alain, qu'est-ce que tu as pensé de ça quand tu... c'est lui qui veut l'acheter, le Trump gouvernement? Qui essaie de faire un deal. C'est son truc, là, the art of the deal. Là, ça sent un peu ça. Et on a l'impression qu'un de ses proches amis milliardaires vont finir par mettre la main. La plus récente rumeur, c'est que Microsoft avait un œil sur TikTok. Oui. Donc, ça va probablement finir par se régler par un investissement dans un sens ou dans l'autre. Et il va en sortir en apparence victorieux parce qu'il va avoir réglé un dossier contre la Chine et il va avoir gagné cette petite guerre-là. Mais juste de dire, on était contre TikTok, ils ont démonisé le CEO, le PDG de TikTok, je me souviens, il disait, moi je viens de Singapour pendant les audiences, puis il martelait des choses, qu'il disait non, c'est pas vrai, j'ai pas de lien avec le gouvernement chinois, tout ça. Bon, que ça soit vrai ou pas, c'était quand même un gros spectacle politique. Et là, il l'invite à la sermentation dans cette oligarchie technologique. Il n'y a pas de limite. Il y a pas... Quand on dit des gens qui ne suivent pas, ils suivent une seule logique, celle de l'intérêt personnel que ça procure à ces individus-là. Donc, est-ce que ça me procure un gain comme président? Oui, je vais aller de l'avant. Est-ce que ça procure un gain à ma gang autour de moi? Oui, je vais aller de l'avant. On est tellement éloigné du bien commun dans cette histoire-là, ça n'a aucun sens. Donc, les démocrates ont intérêt à vraiment se tenir très loin, d'essayer de comprendre, suivre une logique, puis de se concentrer sur des affaires qui vont avoir un impact réel à terme, parce que aujourd'hui, là, si tu embarques dans cette machine-là, dans ce jeu-là, il va te manger tout rond. Il va te manger tout rond parce que lui, il va dire là, ça marche pas. Là, ça marche. Je change. Il n'a pas de problème avec ça, lui, changer d'avis. Il n'a pas de conscience sociale qui l'empêche d'agir. Là. Tandis qu'il y en a bien d'autres qui sont là, je ne pourrais jamais faire ça. Mais non, mais lui, il peut. Mais c'est vrai, ici, je ne pourrais même pas imaginer de faire volte-face comme ça. Déjà qu'il y en a des volte-face dans le gouvernement, puis je veux dire, tout le monde se fait pointer du doigt chaque jour. Ça ne pourrait pas marcher. Tu fais un volte-face
affaire sur la taxe du carbone, puis là, c'est pas nécessairement à volte-face, mais t'arrondis les angles par rapport à ce que tu penses qu'on devrait faire, etc. Tu l'assumes pas pleinement. Puis déjà là, les gens sont « Attends, mieux changer d'avis. » Non. Ici, on aurait beaucoup de difficultés avec un leader politique comme celui-là, je crois. Même s'il y en a qui peuvent lui ressembler, mais c'est pas... Tu dois en parler, Alain, je t'en prie. La porte est ouverte. On peut la refermer aussi si tu le souhaites. Mais Zuckerberg, pour moi, c'est le plus grand volte-face. On vient d'en parler, tout ça. Parce que dans le sens où Trump a dit, et dans mes recherches hier, j'avais oublié complètement ça, il avait dit « Je vais l'emprisonner à vie, Zuckerberg. » Mais moi, je pense que lui, il a vraiment eu peur à la fin, là. Je pense qu'à la fin, il s'est dit, il a trouvé une manière de rationaliser son affaire, notamment en pensant à la manière dont Facebook a été créé, etc. Tu peux te dire qu'il y avait déjà ça chez lui. Et puis, il s'est dit, mais attends, mais moi, il peut vraiment détruire l'entreprise s'il le souhaite. Puis, il s'est dit, dans le fond, je mesure tout ça, puis je me dis, vaut mieux que mon entreprise ne soit pas détruite. Je pense qu'il a vraiment... Moi, je crois qu'il a eu peur. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre logique en arrière de ça. Je ne sais pas comment tu vois ça. C'est une question de survie? Je veux dire, Zuckerberg, évidemment, est le grand patron de Meta, mais il n'est pas le seul à tirer les ficelles. Ce sont des entreprises cotées en bourse, toutes celles qui étaient présentes, y compris Tesla. Et il y a des gens qui donnent de la valeur à ces entreprises-là qui ne sont pas ces gens-là. Donc, tu sais, à un moment donné, tu vois le marché grossir avec ces choses-là. Ils ne sont pas les seuls à penser comme ça et à se rapprocher de Trump. Ce n'est pas nécessairement juste eux qui voient le bénéfice. Et ça, c'est vraiment un petit bobo à gratter plus profondément pour voir où le malaise aux États-Unis par rapport à ça. Et pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Parce que d'un point de vue strictement de la finance, et de la bourse et de l'économie, ça réjouit beaucoup de gens ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Oui, donc, c'est plus profond qu'on pense. Et donc, dans cette polarisation-là, tous ces gens qui pensent de cette manière-là, alimenter les chambres d'écho, etc., il y a un énorme travail qu'on va devoir faire, je ne sais pas quand, là, dans les prochaines années, sur la question de la dépolarisation d'être capable de se parler puis de se comprendre. Bon, on n'est même pas rendu à se parler. Fait que se parler, se comprendre. En parler longtemps, là, à quel point parce que c'est divisé. Quand on regarde aux États-Unis aujourd'hui, les gestes qui sont posés en quelques semaines, tu te méfies de ton voisin, tu te méfies de celui qui va dire « Ah ben non, tu n'as pas tes papiers, les familles sont déchirées. » Alors, combien de temps est-ce que ça peut durer? Tu as des policiers qui, déjà, n'étaient pas les plus, on va dire, les plus raisonnables lorsqu'on regarde la manière dont les Américains sont arrêtés, la manière dont les minorités sont traitées aux États-Unis. Imaginons aujourd'hui qu'il y a un dérapage. Il va y avoir plein de dérapages. Et on sait qu'aux États-Unis, ils ont plein d'enjeux avec les armes à feu, etc. Moi, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais comme on ne va pas dans la bonne direction, le tissu social va s'effriter très, 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 très rapidement. Je me permets de faire une autre parenthèse, c'est un balado, on a le temps de jaser, mais justement, sur l'angle des dérapes, là, j'ai vu passer, il y a des membres des Premières Nations américaines qui sont fait cibler par les groupes qui veulent faire les expulsions parce qu'ils ont justement la couleur de peau d'un latino-américain ou autre, puis on dit, bien, vous venez de où? On était ici avant vous. Écoutez, c'est assez ironique de dire que tu t'en vas voir des membres des Premières Nations pour leur demander leur papier pour dire, est-ce que vous avez une résidence? Êtes-vous arrivé par la frontière du Mexique, là? Je me mets à leur place, là. C'est assez choquant. Hein? Ça, on va en avoir d'autres. Puis on dit qu'on n'est pas obligé de montrer ses papiers, mais tu vas être obligé de montrer tes papiers si tu ne veux pas te faire embarquer. Donc, quand je dis le tissu social va s'effriter, puis les gens ils vont être paniqués, ils vont avoir peur, Qui a envie de vivre dans ces conditions-là? Il y a une notion du diviser pour régner. Qui fonctionne absolument bien. Puis je veux qu'on revienne un peu sur le sujet de l'épisode, sur l'oligarchie, parce que, bon, là, la petite définition de l'oligarchie, c'est, entre autres, c'est pas mal la même définition partout, mais sur le site de l'Université de Sherbrooke, on définit ça comme un régime politique au sein duquel le pouvoir est exercé par un groupe privilégié, restreint, et c'est une élite qui contrôle un domaine donné. En lisant ça, là, tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission, c'est une oligarchie pour moi. C'est vraiment la techno-oligarchie, comment t'appelais ça, la bro-oligarchie. Ouais. Et on peut trouver plein de beaux petits surnoms comme ça, mais est-ce que vous le voyez comme une oligarchie? Parce que pour moi, dans mon imaginaire, quand on parle d'oligarchie, la première image que j'ai en tête, c'est Vladimir Poutine.
C'est les gens qui viennent de l'industrie gazéifière, du pétrole, des énergies fossiles, qui contrôlent le pouvoir et qui sont très, très près du pouvoir. Alors, c'est eux, c'est carrément cette élite-là. Comment est-ce qu'on voit cette oligarchie? Est-ce que ce terme-là, vous le trouvez exagéré, Dominique? Je parle à vous deux, mais oui. Non, absolument pas. Moi, je le trouve pas exagéré. Peut-être la différence, c'est que lorsqu'on regarde en Russie, par exemple, tu avais un pouvoir, un homme qui a décidé d'imposer sa manière de faire, une dictature à toute fin pratique que les gens vivent en Russie et qui a permis l'émergence de ces oligarques-là. Aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose qui s'est produite quand même. Parce qu'on est dans une démocratie. C'est ces oligarques-là qui ont pris naissance, en fait, avec le système actuel et qui finissent par arriver au pouvoir et à contrôler plein de choses. Donc, la nuance est quand même intéressante quand tu compares les deux. Mais la grande différence entre des oligarques qui étaient Rockefeller au début du 20e siècle ou bien les grands qui étaient associés à l'industrie auprès des gouvernements de l'époque, la grande différence aujourd'hui, encore une fois, c'est cette capacité d'ingérence qui est absolument spectaculaire. Et oui, on peut parler d'oligarchie, mais je pense qu'il pourrait même avoir des mots plus forts. Ah oui? Tu me regardes, je ne vais pas l'utiliser, je ne connais pas ce mot-là. Mais c'est sûr qu'à la base, il faut se rappeler que ce sont les électeurs américains qui auraient pu aussi élire Kamala Harris aussi bien que Donald Trump. Donc, à la base, c'est quand même partie d'un processus électoral. L'oligarchie, moi, je vais attaquer la partie bro, parce qu'évidemment, ce sont tous des hommes d'un certain groupe. Hommes, oui. Et ils sont tous issus du secteur techno. Et la partie techno de l'affaire, à mon avis, est un peu trompeuse, parce que ce sont aussi les plus grosses entreprises à la bourse aux États-Unis. Donc, il y a cet élément peut-être plus économique, de succès économique, auquel Trump veut se coller. Depuis toujours, il a été très... comment je dirais? Il a toujours aimé les gens qui avaient cette espèce de succès entrepreneurial derrière eux. Et c'est un peu comme ça qu'il voit Xi Jinping en Chine, Vladimir Poutine en Russie. Et clairement, il veut reproduire ce modèle-là ici, avec un peu les règles, ses propres règles certainement, mais aussi basé sur ce qu'il comprend des États-Unis. Et il se rapproche, ou en tout cas, il attire vers lui ces gens qui sont très puissants aux États-Unis, qui sont, dans ce cas-ci, des gens de la techno, parce que ce sont aussi les plus grandes entreprises en ce moment aux États-Unis et dans le monde. Et ça fait partie nécessairement de cette question de est-ce que le système, au-delà de la techno, est-ce que le système boursier, tout ça, n'est pas un indicateur de cette tendance-là de dire, et ça va plus loin, parce que là, on n'a pas parlé encore des crypto-monnaies, mais on pourrait aller là-dedans, parce que ça aussi, c'est rendu politique et c'est très techno, mais il y a certainement un lien entre certaines entreprises comme ça, certaines technologies comme ça, et une certaine droite politique aux États-Unis de plus en plus. Et même maintenant, évidemment, au niveau démocrate, on en parle aussi des cryptos, parce qu'on essaie de jouer ce jeu-là. Mais on saisit mal, c'est la pointe de l'iceberg technologique, là, on saisit mal à quel point c'est profond dans la culture et dans la politique américaine en ce moment. Tu ouvres une porte sur la crypto-monnaie, alors on va prendre un instant pour en parler. Est-ce qu'il a dit, je vais faire, c'est la capitale mondiale de l'intelligence artificielle et de la crypto-monnaie. Hein. C'est comme ça que Donald Trump a qualifié les États-Unis de l'avenir. Pourquoi cette passion, cette obsession pour la crypto-monnaie, je dirais même, parce que là, il fait des espèces de jetons qui n'ont pas de valeur. Son propre coin, le Trump Coin, qui est une espèce c'est comme un timbre commémoratif de son élection que les gens peuvent s'approprier et qui, évidemment, remplit les coffres d'au moins une de ses entreprises, la Trump Organization. Les démocrates aussi ont lancé leurs jetons durant la course électorale et on voyait, selon l'ambiance, l'atmosphère politique, on voyait un des deux jetons prendre plus de valeur que l'autre. Donc, il y a une analyse intéressante à faire là entre la crypto-monnaie et la politique. Mais l'intelligence artificielle est intéressante, surtout en ce moment, parce que c'est peut-être la première chose qui a ébranlé l'espèce de position dominante de Trump cette semaine avec l'IA chinoise DeepSeek, là, qui a mis à mal cette espèce de super projet d'IA de 500 milliards qu'il a annoncé le lendemain de son investiture. Et là, on se rend compte que peut-être qu'il pourrait tomber par là où il s'est érigé, donc les technos et l'intelligence artificielle, parce que là, les Chinois sont en train de démontrer un peu que sa vision qu'il pousse de l'avant, on va investir massivement, on va être les plus gros, c'est un nouvel âge d'or, il n'est peut-être pas aussi vrai qu'il l'affirme, en tout cas, ou qu'on pouvait le penser il y a à peine 3 jours. Je t'écoute, puis je me dis, finalement, c'est toi qui vas me donner de l'espoir aujourd'hui. Parce que je me dis, dans 2 ans, c'est vrai c'est vrai dans les élections. Tantôt, tu disais, les Américains ont voté pour ça. C'est vrai qu'ils ont voté pour ça. Mais quand tu regardes, même s'il a remporté les États qui étaient les plus serrés, à la fin,
en termes de pourcentage de la population, c'était pas une si grande majorité de personnes qui ont voté pour Donald Trump par rapport à son élection précédente ou même par rapport à Obama. Ça reste divisé 50-50 si on veut faire des chiffrons. Et hier, il y avait une image, je ne sais pas si vous l'avez vue, peut-être que ça a été fait par AI, je ne le sais pas, mais c'était Latinos for Trump. Alors, c'est un gars qui est arrêté et qui porte le T-shirt Latinos for Trump. Puis qui est arrêté par la police pour être renvoyé. Alors, tu te dis, est-ce qu'il y aura à un moment donné une prise de conscience parce que tu fais mal directement aux gens qui ont voté pour toi? Les décrets qu'il a pris sur la santé, par exemple, les médicaments qui vont coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, ça fait une semaine, on ne le sait pas encore. Mais il y a des gens qui vont souffrir, il y a des gens qui vont mourir parce que les médicaments deviennent beaucoup plus chers, parce qu'il a banni le plafond qui avait été mis par l'administration Biden. Cette prise de conscience-là, faudrait qu'elle se matérialise dans 2 ans, dans une élection à mi-mandat. Et c'est peut-être l'espoir. Alors, mais qu'il fasse tout ce qu'il a à faire présentement, qu'on voit tout ce beau visage-là de Trump et qu'après ça, on soit capable de passer à un autre appel pour vrai. En attendant, ça va être peut-être un peu pénible, mais c'est peut-être la seule option qu'on ait, là. J'ai 2 scénarios pour vous. Oh! Alors, la pilule bleue et la pilule rouge. Je sais pas si c'est plus compliqué ce que je vais te demander, mais Alain, on va dire que tu es le conseiller à la Elon Musk du Québec ou du Canada. Tu peux choisir ton palier de gouvernement. Je vous souhaite bonne chance. C'est quand même, là, je te qualifie d'Elon Musk. Je veux dire, lui, il dit que c'est un génie. Il va aller sur Mars planter un drapeau américain. Donc, c'est quand même j'essaie de te faire un compliment, écoute, mais très par la bande. Tu veux m'envoyer sur Mars? Je ne sais pas si c'est un compliment. C'est quoi les priorités, les premières priorités que ça devrait être? Je sais, je te lance une balle champ gauche, là, mais toi, tu es le Elon Musk, admettons, d'ici. Est-ce que tu vas dans les mêmes... Tu dis au gouvernement du Québec, du Canada, OK, est-ce qu'on dit la crypto-monnaie? Est-ce qu'on devrait aller justement aussi l'intelligence artificielle? Le Canada, on est en retard sur tous ces dossiers-là? On est juste à suivre notre voisin américain puis d'attendre... de voir quelle vague va arriver? Écoute, tu t'adresses à un journaliste économique et techno. Mais donc, je vais aller avec ces 2 éléments-là. On a réalisé dans les dernières semaines qu'on avait une fragilité économique au Québec, une fragilité technologique. Et je dis au Québec, ça vaut aussi bien au Canada. On est une économie de succursale dans bien des cas où ce sont des entreprises américaines qui viennent chez nous et qui ramènent l'argent chez elles. Tarif ou pas, là. On a clairement une dépendance envers les géants numériques américains au niveau des entreprises privées, au niveau du gouvernement aussi. On l'a vu avec Amazon, où c'est tout d'un coup un enjeu parce qu'ils ont fermé 7 entrepôts. Ils ont dit, est-ce qu'on devrait avoir une si grande dépendance envers leurs serveurs au niveau du gouvernement aussi? Écoute, on a bâti toute une filière batterie en espérant, en se disant, c'est sûr qu'il y a un virage électrique qui s'en vient, sans assurer nos arrières là-dessus. Et là, on est très dépendant du marché américain qui rétropédale sur l'électrification. On est très dépendant du marché canadien aussi, qui est un peu incertain en ce moment. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on a lancé des beaux projets, puis on a des belles visions, puis on a des secteurs en croissance. Au Québec, l'économie ne va pas si mal que ça. Mais là, c'est comme si tout d'un coup, à cause qu'on a une menace externe qui s'en vient, tout est dans les airs. Et là, on a comme un peu perdu la boussole sur ces choses-là. Je pense qu'un bon conseiller économique au gouvernement pourrait juste ramener ces gens-là à l'ordre. Est-ce qu'on peut aller au bout, au moins, de ces politiques-là, au bout de ces stratégies-là, qui, ultimement, l'électrification, on en parle parce que les véhicules verts, ça va sauver la planète, mais ultimement, pour le Québec, c'est 100% économique. On veut se débarrasser de l'importation de pétrole, qui est peut-être notre plus gros déficit commercial pour la province. Ça passe par l'électrification du transport ou par les transports en commun ou le vélo. Ou prenez ce que vous voulez, mais ça, c'est comme si on avait lancé ces projets-là, puis on est comme à mi-chemin. On s'est un peu soufflé, on va prendre une pause. On se remet en question sur ce qu'on doit faire. Ce serait mon petit conseil au gouvernement. Parfait. Quel rôle je vais jouer, moi, Valérie, là-dedans? Là? Je vais te donner 2 choix. Okay. Alors, conseillère spéciale de Donald Trump, parce qu'on parlait de langue américaine, si tu veux essayer de le ramener à l'ordre, ou... encore, tu as déjà été ministre de l'Économie, Sciences, Innovation. Je trouve que ça rentre bien dans notre sujet du jour. Tu le redeviens demain matin avec un coup de baguette magique. Tu peux choisir le palier entre les 2. C'est quoi les priorités? Alors, tu peux soit être conseillère de Trump ou non, mais être au Québec ou au Canada. Je me doute de ce que tu vas choisir. Je largue ta première option, là. Je n'en veux pas. Même si le salaire est très intéressant. Tu ne pourras pas me payer assez d'argent. Bon. Je sais, tous ces milliards-là, tu ne pourras pas me payer assez d'argent pour aller faire ça. Mon Dieu. Hein? Que Dieu me préserve, justement. Au gouvernement, puis il faut prendre le palier fédéral, on n'a pas le choix parce que c'est les liens avec les pays. Mais une des choses qui pourrait être super intéressante, c'est virer ça de bord puis dire, là, toutes les frontières qu'on a entre nos provinces, de les abolir d'une shot, de dire, OK,
Ça, là, Très bon point. on élimine toutes ces frontières-là. On va vraiment consolider le marché canadien dans lequel on se retrouve. Puis après ça, l'Europe, let's go. On a fait des ententes. Je veux dire, le Québec a été à l'avant-scène avec l'Europe pour aller créer une entente entre le Canada et l'Europe. Qu'on reprenne ces chantiers-là de manière importante. Moi, je pense qu'il faut aller directement dans cette direction-là. Et puis, œil pour œil, dent pour dent, avec des alliés. Ne pas penser qu'à un moment donné, il va voir clair. Parce que peu importe le conseiller ou la conseillère, c'est pas vrai qu'il va avoir la lumière puis tout d'un coup, il va devenir raisonnable. Ça n'arrivera pas. Je n'y crois absolument pas. Donc, on va arrêter de se conter des histoires puis il faut avoir des gestes très forts posés contre cet individu. On va avoir des élections au Canada prochainement et je crois pertinemment que la personne qui est capable d'incarner cette force de frappe contre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis a beaucoup plus de chances de gagner qu'une autre personne. Alain, je te voyais réagir. Bien, je veux juste dire, sur les barrières tarifaires interprovinciales, c'est quelque chose qui a été documenté depuis des années. C'est l'équivalent de 2 points de pourcentage au PIB canadien. Juste là qu'on pourrait aller chercher en dans 2-3 ans. Ça a été chiffré par des économistes il y a quelques années. Et c'est surprenant que ça n'ait pas été discuté plus régulièrement au niveau politique parce que c'est un gain facile pour tout le monde. Dans tous les secteurs, mais dans le secteur alimentaire, entre autres, c'est plus facile d'exporter aux États-Unis que d'exporter en Ontario du Québec. Et c'est un peu ahurissant quand on y pense. C'est une aberration d'un point de vue économique. Mais là, on a l'opportunité de vraiment renforcer les liens avec le reste du province. C'est ce que Jean Charest disait dans différentes entrevues. Il dit ce sera peut-être notre, pardonnez-moi le mot en anglais, mais notre wake-up call de se dire il faut repenser toute notre façon de faire, notre dépendance aux États-Unis. Là. C'est un gros coup de fouet. Là, mais ça fait longtemps qu'on dit ça parce que ça fait longtemps qu'on le dit parce qu'il y a quand même eu des attaques frontales à l'économie québécoise, notamment avec l'aérospatiale quand on a été imposé par des tarifs de 300 l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. Donc, c'est pas nouveau. Là, c'est parce que c'est comme le temps d'agir maintenant. Et on va avoir l'écoute aussi des pays européens. Il va y avoir aussi une volonté de s'entendre. On devrait être en discussion avec le Danemark, par exemple. Je dis ça de même. Oui. Avec le Groenland avant qu'il devienne américain. Par exemple. Oui, c'est ça. Bon, là, après mon scénario de conseiller, conseillère, ministre, peut-être que ce sera moi la conseillère de Trump qui essaiera de lui faire voir la lumière. On va faire un espèce de pool. La relation entre Musk et Trump, vous pensez que est-ce que ça va durer le mandat au complet ou on risque d'avoir des frictions? Ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer. Trump, c'est Trump, évidemment, mais Musk est plein de contradictions en ce moment à tous les niveaux. À moins que vraiment il soit tout d'un coup entièrement focusé sur SpaceX, cette espèce de... On parle de Mars, mais l'économie, l'industrie spatiale va être extrêmement lucrative dans quelques années. Et c'est peut-être juste ça qu'il espère. Mais il a tendance à commenter. Évidemment, ça a l'air d'être un sport d'équipe, être avec Trump. Il faut vraiment être d'accord avec lui, sinon ça fait mal. Il a dit le contraire là, pour le truc d'intelligence artificielle, le 500 milliards de dollars là, avec différentes compagnies, là, des banques, entre autres, puis OpenAI qui s'installait aux États-Unis. Il a dit ça va être 100 000 emplois d'un coup. Ils vont donner 100 milliards déjà dans très peu de temps. Elon Musk sur X. Moi, j'ai essayé de sources sûres que finalement, ils ont juste 10 milliards dans les comptes. Mais là, j'ai su qu'il y avait des conflits entre toutes ces personnes-là. On ne rentrera pas dans le potin techno de toutes ces personnes, mais déjà, tu vois qu'il y a des petites failles dans la relation. Est-ce que le divorce, Dominique, est imminent ou on pourrait peut-être voir une entente des deux, une entente mutuelle? En fait, c'est assez simple. Le jour où Trump en a marre puis qu'il dit « Là, tu t'excuses parce que c'est pas ça que j'ai dit » puis qu'il le fait pas, c'est fini. C'est ce jour-là. Alors, quand est-ce que ce jour-là va arriver? Je ne le sais pas. Ils vont s'entendre. Mais à un moment donné, Trump va mettre son pied à terre comme il le fait régulièrement sur plein d'enjeux. Et puis, si tu ne chantes pas la même chanson, il va te dire, attends, c'est moi qui t'ai amené là. C'est moi qui t'ai fait, qui détenait tout ce pouvoir-là. Tu t'excuses, tu te retires ou bien tu t'en vas. Tu sais. Alors, c'est lui qui va devoir plier. Hein. C'est le nombre de fois que Elon Musk est capable de plier devant Trump. Dernière question pour vous deux. Après ça, la torture est terminée. C'est pas un scénario, là. Ben oui, c'est un scénario, mais vous n'êtes pas dans un personnage. On vient de résoudre tous les problèmes de la planète. C'est ça. Oui, j'espère que tout le monde écoute ce balado pour savoir comment gérer le Canada et les États-Unis, donc les deux pays. N'importe qui va être élu premier ministre éventuellement, parce que entre que ce soit le Parti conservateur, Parti libéral ou autre, s'il y a un changement dans les sondages,
Si cette personne-là avait l'équivalent de son assermentation, parce que je sais pas le même système, puis Dominique, on en parlait d'entrée de jeu tout à l'heure, des gens comme ça, de grandes entreprises, cette proximité, quelle est notre première réaction comme Canadiens de voir ça? On est choqués? Comment est-ce qu'on réagit? Parce que on dirait que les États-Unis font toujours des petits. Et je me dis, est-ce qu'un jour, on va avoir un peu, pas dans le même système, pas avec autant cette proximité parce que la place de l'argent n'est pas la même, mais juste dans les apparences. Comment on réagit? J'ai l'impression que ça peut pas vraiment arriver de la même manière. Et les gens vont pas bien réagir. Je veux dire, il y a personne qui va bien réagir à ça. Le seul problème, c'est que, étant donné qu'on a l'exemple parfait au sud de la frontière de tout ce qu'il ne faudrait pas faire, on n'aura jamais l'air aussi pire que les États-Unis. Fait que les gens vont se dire, bon, ben oui, mais c'est toujours bien mieux que ce qui se passe aux États-Unis. C'est sûr que ça va être mieux que les États-Unis. Oui. Mais j'espère que... Moi, je dis, dans la vie, il y a deux choses qui sont super importantes, tous les jours à faire. Tu sais, il faut jamais arrêter de s'émerveiller, puis il faut jamais arrêter de s'indigner. Puis je pense qu'entre les deux, on navigue constamment. Et j'espère qu'on ne va pas arrêter de s'indigner parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut le faire, mais à un moment donné, il y a une fatigue qui s'installe, puis tu te dis, oh mon Dieu, est-ce qu'on va prendre encore cette bataille-là? En plus, on est peut-être rendu ailleurs, etc. Donc, j'espère qu'on va garder ça. Et si ça devait se produire au Canada, que les gens vont véritablement s'indigner et ne pas s'être laissés endormis par ce qui se passe aux États-Unis. Alain, je te laisse le mot de la fin. Je vais te répondre par une question. Oh, parfait. Tu as le droit. C'est une plateforme où on a tous les droits ici. Il y a une élection fédérale, il y a un nouveau premier ministre ou une nouvelle première ministre. Et elle arrive avec, cette personne-là arrive avec sa crowd, son posse. Qui sont les oligarques canadiens qui seraient là? Oh! Est-ce qu'on en a une oligarchie ou pas une oligarchie, mais une espèce de classe de milliardaires ou d'équivalent canadienne? Au Québec, on aurait Alain Bouchard, on aurait des gens... Oh, tu aurais des grandes entreprises. Ouais, tu aurais somme toute très sympathique. Je veux dire, Alain Bouchard, qui conseille le gouvernement du Québec, j'ai aucun problème avec ça. Serge Godin, de CGI. Oui, tu pourrais trouver des familles dans l'Est canadien. On a des grandes familles canadiennes. On n'en a certainement pas autant, mais il y a des grandes familles riches canadiennes. Le mot-clé, c'est famille. La base de la concentration est souvent sur les individus des technos, alors que nous, on est beaucoup moins... tu as raison de le dire. Nous, on est beaucoup moins dans les... un individu qui a fait fortune et puis qui est très présent. Alors, je vais terminer en disant une oligarchie canadienne potentielle qui serait typiquement polie et gentille, comme le reste de la planète nous considère. Le roi de la poutine. Voilà. Féminine, oui. Tu pourrais tout changer. Tu sais, il n'y aurait pas de bro, il y aurait les 6. On en a des femmes fortes en plus ici. Alors, on pourrait... Ce serait plus diversifié, probablement. Plus diversifié. On est rendu quoi pro-oligarchie à la fin de ces balado? Mais si on enlève le bro, tu sais, si on enlève le bro. C'est ça. C'est notre oligarchie à nous. Tu sais, c'est comme... Nous, on est différents. On est plus gentils. Ça va pas être pareil. Alors, je vous remercie tous les deux vraiment d'avoir accepté mon invitation pour ce sujet fort passionnant. Je le vois à la lumière de nos discussions. Je rappelle Dominique Anglade, professeur associé et co-leader à la direction de la transition durable HEC Montréal, ancienne aussi ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, aussi à la stratégie numérique dans le gouvernement précédent. Et Alain McKenna, tu es journaliste spécialiste des sciences, technologies et de l'automobile. On n'a pas parlé d'automobile à part Tesla. Là, non, mais on a d'autres balados ici à ce sujet-là. Oui, sinon je vais te réinviter s'il y a un sujet automobile qui pointe le bout de son nez. Ça va me faire plaisir. Merci à vous deux. Merci Valérie. Donc, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Miss America.